Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir à nouveau ma copine Sophie Trem, alias The Other Art of Living, thérapeute en énergétique chinoise, autrice, conférencière et créatrice de la Good Mood Therapy. Ensemble, nous allons évoquer un sujet encore incompris, celui du Red Skin Syndrome, le syndrome de la peau en feu provoqué par une addiction aux corticoïdes. Sophie, tu as vécu l'horreur, tu as cru y laisser ta peau. Churchill disait « Quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer » et ça m'a fait penser à toi. Tu vas tout nous raconter, d'où ça vient, ton histoire, mais aussi tes pistes thérapeutiques et les leçons puissantes de vie que tu en tires aujourd'hui. Coucou! Hello ma Paulette! Waouh, quelle introduction! Et d'ailleurs, rien que tu évoques ces mots, ça m'en a fait la chair de poule. Ouais. Vraiment, tes mots étaient très justes et très précis. Et en effet, oui, j'ai vécu l'horreur et j'ai laissé ma peau dans tous les sens du terme pour renaître et être, je pense aujourd'hui, avec une nouvelle peau neuve. J'ai fait peau neuve. Raconte-moi, d'où ça vient tout ça? C'est un parcours autour de l'eczéma à la base, quelque chose, une maladie de peau assez courante, sans gravité? Non, l'eczéma, il y a différents types de degrés et en fait, moi, j'ai de l'eczéma depuis que je suis née, j'avais un terrain très très un peu grave, un peu chaud quand j'étais petite, de la naissance jusqu'à 25 ans. Et d'ailleurs, il y a 30 ans, j'étais une des premières à utiliser les premiers immunosuppresseurs. D'accord. Qui ont besoin d'une ordonnance extraordinaire, bleue. Je crois qu'on dit exceptionnelle. Et en fait, à l'époque, on allait les chercher en Belgique. Okay. C'est ce que tu utilises quand tu ne peux plus utiliser de cortisone parce que ça n'a plus d'effet. Et aujourd'hui, on le souscrit de manière très commune. Et c'est en fait pour ça que j'ai décidé d'arrêter, tu vois, le traitement. Quand j'ai fait mon eczéma, j'utilisais de la cortisone. J'ai vu qu'il y avait addiction. Mais j'ai pas voulu ouvrir la porte d'après parce que je savais qu'elle serait encore plus chaotique. Alors raconte-moi, toi c'était par crise, j'imagine que tu avais tenté déjà beaucoup de choses. Alors moi, faut savoir que j'ai eu énormément d'eczéma jusqu'à l'âge de 25 ans et je me suis fait traiter par différents types de thérapies. Alors des médecins généralistes qui avaient, on va dire, des acuités un peu alternatives comme l'analyse de réinformation cellulaire. Waouh. Et ouais, pendant 12 ans, je n'ai pas eu d'eczéma. J'ai cru que l'eczéma c'était quelque chose qui était hors de ma vie. Alors que vraiment, j'en ai galéré de 0 à 25 ans. J'ai vraiment eu beaucoup d'épisodes très difficiles. Ouais, tu disais, ça y est, c'est derrière moi. C'est ça, exactement. Et figure-toi que j'ai eu un épisode d'eczéma juste avant de... D'ailleurs, à peu près au moment où on s'est rencontrés, je pense, avant de quitter la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Et à l'époque, je savais pas que, en fait, cet eczéma, en métaphysique, on dit que l'eczéma est un rapport toujours avec la séparation. Ah ouais. Alors, une séparation, une déchirure, qui peut être genre émotionnelle, physique avec une personne, et en fait, ou une séparation qui doit se faire, qui n'arrive pas à se faire, tu vois. Et du coup, j'avais besoin de me détacher de mon entreprise, mais j'y arrivais pas. T'arrivais pas à le voir, t'avais du mal à t'écouter. Ouais, et en fait, quelque part, c'était quelque chose qui m'irritait totalement, tu vois. Et il a fallu que je parte pour commencer à écrire un peu ma propre histoire. Et sans m'en apercevoir, j'avais plus rien. Mais j'en avais déjà parlé à l'époque sur le blog et je me rappelle que j'avais eu, je crois que d'ailleurs c'est le post sur mon compte, sur mon blog plutôt à l'époque. Hello Boomer. Blog, c'était vraiment le summum du cool. Et là, tout à coup, t'as l'impression d'être la préhistoire ou la maison de retraite. Mais Sophie, ce n'est pas qu'une impression. C'est la réalité. C'est chaud, les gars. On est ensemble. Et donc, du coup, j'avais partagé tout ça et j'ai fait de l'hypnose. Et c'est l'hypnose, cette fois-ci, qui a été le médium qui m'a beaucoup aidée. Et c'est surtout que, je pense que, sans le savoir, j'avais sauté le pas de quitter mon entreprise et de prendre mon envol. Et l'eczéma était parti. Ensuite, il y a 5 ans, j'ai sorti mon premier livre, La Good Mood Class. Et là, j'ai eu un épisode. Et à chaque fois, tu sais, j'ai eu de l'eczéma avec de la cortisone et j'ai jamais eu de problème, tu vois, parce que c'était quelque chose, j'en mettais de temps en temps, ça part, ça vient. Donc la cortisone, c'est une crème, pour ceux qui ne connaissent pas, qui agit comme un anti-inflammatoire, c'est ça, sur ta peau? Alors oui, c'est un vasorestricteur. Ah oui, ok. Alors, savoir que quand tu as de l'eczéma, c'est une forme d'inflammation. D'accord ? Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te gratter, tu vas dilater tous les vaisseaux
et tous les petits vaisseaux vont se déchirer et malheureusement la peau quand elle est inflammée, tu risques peu de t'écorcher. Toute cette inflammation, comment tu fais pour la réduire? Il y a la cause émotionnelle, il y a la cause physiologique. Tu vois, c'est ton hygiène de vie, ton alimentation, ta génétique et t'as ton environnement aussi. Parce que ça peut être, je sais pas, la chaleur, ça peut être la transpiration, l'alimentation et évidemment les émotions qui jouent. En fait, c'est un concours de circonstances. C'est chaud parce que tu sais, il y a tellement de facteurs différents. C'est ça. Allant de la pollution au stress, enfin. C'est ça, c'est un concours de circonstances. Et le grattage va être quelque chose qui va venir accélérer le processus de déchirure. Et la magie, entre guillemets, de la cortisone, c'est que quand tu vas mettre, en général, va y avoir un effet magique, instantané, où ça se calme, où tu as l'impression que la peau se remet directement. C'est assez extraordinaire parce que, en fait, il y a rien qui soit aussi fort et efficace. Et en fait, moi, pendant très longtemps, j'étais quelqu'un qui était à la recherche d'efficacité. Faut que ça marche tout de suite. Faut qu'il y ait un résultat visible et maintenant. Et j'ai compris comment fonctionnaient les vasorestricteurs, c'est-à-dire qu'en fait, ça va venir calmer l'inflammation, mais surtout, ça va venir de manière comme un peu une anesthésie et de manière éphémère, ça va venir resserrer les vaisseaux. Et du coup, quand ces vaisseaux ils sont plus dilatés, mais par contre par élastique, et du coup, tu ne retrouves plus cette plaque. Sauf que si les émotions sont encore là, si le terrain est toujours là, si en fait l'environnement est encore inflammatoire, en fait l'élastique il pète. Et en général, ce qui se passe, c'est que la plaque elle s'étend et elle s'élargit. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes un peu plus de cortisone. Et du coup, t'as une forme d'addiction parce que t'as besoin de toujours un peu plus. Bien sûr. Jusqu'au moment où t'en as plus besoin. Et pour expliquer vraiment la cortisone, c'est comme un espèce de pompier qui vient d'essayer d'éteindre un feu qui est en toi. Mais ça veut dire que ça reste un pompier qui éteint un feu. Mais si la source du feu, si t'as toujours le briquet avec de la paille à côté, en fait, le mec, il pourra jamais, il faut aller éteindre, faut dégager le mec qui a le briquet et la paille. Mais du coup, en fait, cette addiction, elle fait aussi que tu es dépendante de ce pompier. Alors que la vérité, c'est pas le pompier qu'on a besoin. C'est d'éteindre, dégager le gars qui a le briquet et dégager la paille. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce que j'entends là-dessus, c'est une crème fantastique pour anesthésier des symptômes, mais des symptômes de quelque chose qui est encore présent. Et tu sais, en médecine occidentale, et vraiment une médecine qui fait des miracles et qui est fantastique pour plein de choses, mais je schématise et je grossis fortement le trait, mais souvent, on a tendance à dire, bon, vous avez mal aux reins, donc on va vous donner un médoc pour traiter les reins. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Et je veux pas faire trop de raccourcis parce que je sais que les médecins qui nous écoutent vont me dire, mais pas du tout, etc. Mais c'est un peu le sentiment qu'on a pour de nombreuses pathologies. C'est la médecine allopathique. La médecine allopathique, c'est j'ai un problème, je vais aller le régler. En fait, je vais régler la conséquence et de manière ponctuelle et exactement localisée. C'est ça. Alors que dans les médecines anciennes, traditionnelles, on a en médecine traditionnelle chinoise, en l'occurrence, on va aller chercher les causes des pathologies, ce qu'on appelle l'étiologie, pour savoir et comprendre en fait d'où vient le mal. Parce qu'en fait, on associe toujours la cause émotionnelle, l'esprit, psychique et le corps. Parce que les deux vont ensemble. Selon l'organe qui va être à traiter, ça va nous en dire aussi énormément sur nos émotions. Bien sûr. Et c'est comme une autre lecture. On dit pas que les médicaments c'est pas bien, c'est important de le dire. C'est pas du tout la même chose. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a deux lectures et que parfois c'est important de faire et l'un et l'autre, mais que parfois en réalité, on pourrait éviter l'allopathie si on était dans l'anticipation. Et dans plutôt d'être dans l'anticipation. Dans l'écoute. En médecine traditionnelle chinoise, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, déjà en Asie, on va pas chez le médecin quand on est malade. On va pas aller voir le TCM, Traditional Chinese Medicine. Quand t'es malade, c'est un peu foutu déjà. En gros, c'est là que tu vas y aller. Bien sûr, on va chez le médecin quand on n'est pas bien, truc et tout. Mais l'idée,
c'est vraiment d'aller n'importe quand, une fois tous les 6 mois, comme moi, par exemple, quand je vais à Singapour, je descends de l'avion, C'est ton mon check-up, premier rendez-vous, quoi. je vais faire mon check-up. Ouais. Et je vais demander où j'en suis. Il me fait un petit état, il regarde ma langue, il prend mon pouls, et on va regarder, on a des facteurs pour évaluer notre état, la chaleur, le froid, l'humidité, le vent, la sécheresse. Ouais, je comprends. Tu vois? Et alors, en gros, quelque part, quand tout va bien, quand tu es en bonne santé, tous les feux sont au vert. Et parfois, il y a des feux qui peuvent être orange, d'autres qui peuvent être verts, d'autres qui peuvent être rouges. Mais tu as quand même un truc global. Du coup, quand tu es on va dire, au vert, c'est good. Mais on voit qu'il y a une petite tendance orange à tels endroits. Donc, tu vas essayer de rééquilibrer, de éviter que le orange aille au rouge. Oui. Tu vois, le truc, c'est que nous, on va identifier toutes les zones oranges et on va tout faire pour faire venir le orange vers le vert. Alors que, tu vois, si tu arrives déjà au rouge, bah, en général, il faut aller chez le médecin. Ouais, parce que là, c'est là qu'il va falloir traiter. Si, genre, c'est une méga inflammation antibactérienne et que tu as besoin de prendre des antibiotiques, il n'y a pas le choix parfois. Mais le terrain, l'immunité, c'est quelque chose que tu peux préserver, améliorer et booster, et c'est ça qui est formidable. C'est intéressant de parler de complémentarité et je pense que c'est effectivement nécessaire avant de raconter la suite de notre histoire, de ton histoire. Donc toi, tu bosses main dans la main avec le pompier, j'espère au moins qu'il était beau gosse. Même pas. Oh l'arnaque. Même pas. Et tu remets de la crème, tu prends en même temps des immunodépresseurs? Non. Ça, justement, je ne voulais pas. Et le D'accord. médecin voulait déjà que j'en prenne après ma 3e cure. Ok. Faut savoir que donc j'ai pris de la cortisone de manière très épisodique. J'en avais pas pris depuis l'an 2000 quand même, tu vois. Ouais, donc cool. c'est pas comme si j'en faisais tout le temps. Il y a des gens qui vont faire des addictions parce qu'ils en utilisent tout le temps. Ok. Moi, j'ai eu de l'eczéma à partir de l'été, à partir du moment où j'ai fait un énorme stress à cause de mes examens de médecine traditionnelle chinoise. Okay. C'est ça le truc le plus ironique. Et j'ai fait une cure de 10 jours. Et en fait, après la cure de 10 jours, j'avais passé mon examen, je l'avais réussi. Et malgré le fait que j'ai réussi, c'est revenu. Okay. Et là, c'est vrai que j'avoue, j'ai eu un doute. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Ouais. On refait une cure de 10 jours. Et à chaque fois que je mets, il y a plus rien. Et dès que c'est fini et qu'il faut arrêter de manière dégressive, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 2 jours, enfin, c'est le contraire plutôt, et il y a l'effet rebond. Et bam, quand ça revenait, c'était pire. Et là, la 3e, en fait, le risque de la cortisone quand tu fais une addiction, c'est que ta peau, en fait, s'affine. C'est comme si tu râpais. Ah là 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 ouais. là. C'est comme si tu prenais du papier de verre et que tu venais gratter, tu sais. Donc de plus en les plus défauts. sensible. De plus en plus fine. Et en fait, elle devenait à vif. Et ouais. Et j'avais comme s'il me manquait des couches de peau, quoi. Ça devait être douloureux en plus. Ah mais un cauchemar. Et ça, c'est rien. Oui. Avant ce qui s'est passé. Le cliffhanger, mais de l'angoisse, quoi. C'est ça. C'était les prémices. Je pensais que j'étais déjà au max. Ouais. Et j'avais aucune idée que c'était que le début du cauchemar, quoi. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu te rappelles ou t'as une vision floue? Alors, non, je me rappelle très bien. Malheureusement, tu vois, aujourd'hui, le fait d'en parler, c'est la première fois, d'ailleurs, merci de m'avoir proposé d'en parler. Je pensais pas que, tu vois, ça me ferait autant quelque chose d'en parler. Ouais, il y a quelques jours, quand j'ai repris la parole, en fait, j'avais cette colère que j'avais en moi, ce qui m'a fait réagir, elle était insoupçonnée. Je pensais pas du tout que j'allais réagir de cette manière. Mais tu vois, je pensais que j'avais plié mon petit dossier, je l'avais remis dans le placard et tu vois, par loin de moi, je voulais plus jamais en entendre parler, tu vois. Bien sûr. C'est un trauma. J'ai fait de l'EMDR et là, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an ça fait à peu près 1 an, on va dire que je suis guérie. Mais il y a quand même des petits symptômes post-traumatiques. Il y a quand même des choses, il y a toujours des petits risques. Et en fait, le moindre petit truc qui me rappelle cette époque, ça me fait partir en vrille et ça réveille parfois des plaques. Et en fait, dès qu'une plaque se réveille, et encore une fois, en vrai, il y a rien. Mais en fait, je pars très vite parce que je sais dans quel état je peux partir. Je comprends tellement. Ah ouais, non, mais c'est fou parce que on n'a aucune idée de toutes les conséquences post-traumatiques que ça peut déclencher. Pour te donner un exemple, j'ai dû changer les lumières de mon salon parce que en fait, j'avais quand j'ai commencé à sortir à aller mieux,
En fait, il faut savoir un truc, c'est que je pouvais pas sortir. J'étais tellement brûlée et défigurée que je ne sortais pas. On va en parler. C'était atroce et je ne sortais que la nuit. Et donc, quand j'ai commencé à aller mieux l'année dernière, la nuit, en fait, m'a rappelé la lumière m'a rappelé les quatre murs dans lesquels j'étais toute pendant 4 mois. Et m'a rappelé les sensations, les émotions que j'avais en vivant entre ces 4 murs et cette lumière. Et du coup, la thérapeute m'a dit je vous conseille de changer la lumière de votre salon. Et ça te rendait claustro? Non, j'étais pas bien. En fait, dès que la nuit tombait, comme le loup-garou, je savais pas ce que j'avais. J'avais des petites montées de tachycardie. Genre, je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que je me sentais pas bien. Ouais. Et si je restais toute seule à la maison, bah en fait j'étais doublement mal parce que j'avais l'impression de revivre le truc. Du coup, mon autre effet ressort, c'est que je passais mon temps à sortir. Dès que j'ai pu sortir, j'ai passé mon temps à sortir. Mais en fait, tu te régénérais jamais seule face à toi, et ça fait aussi partie du processus de guérison. Et je suis en empathie totale et en tendresse totale avec toi, et je comprends tellement que tu aies besoin de ça ensuite. T'es trop mignonne. Mais vraiment. Mais en fait, tu sais, c'est drôle parce que c'est comme si j'étais morte et que genre j'avais ressuscité, et du coup je voulais profiter de chaque instant. Et tout à coup être dehors, c'était extraordinaire. Pouvoir sortir, c'était fabuleux. Voir des gens danser, genre en fait je profitais de chaque instant, mais comme si c'est le dernier, parce que je savais que ça m'était déjà arrivé de me dire peut-être que jamais de la vie je pourrais revivre ça. Oh là là. Et quand j'ai commencé à aller danser, j'avais encore des vêtements thérapeutiques. Alors la chance que j'avais, c'est que c'était assez sympa, c'était un peu en soie, beige. Donc les gens ne savaient pas vraiment que je portais des vêtements thérapeutiques, mais c'était une sorte de micro-mailles en soie, antibactériens, anti-inflammatoires. Ok. Extraordinaire. En fait, ça permettait d'aider à cicatriser et de t'empêcher de transpirer, que tes bactéries se prolifèrent. Ça, c'est vraiment des textiles qui ont été faits pour à la base des enfants, qui ont été testés exactement, et pour tester pour les enfants qui étaient qui n'avaient plus que de la cortisone, et qui tu sais, c'est des bandeaux et des petits t-shirts très très fins. Ouais, c'était ta protection contre le monde. Totalement. Et du coup, j'avais toujours ce t-shirt tout fin, et j'avais toujours une écharpe, et j'avais des guêtres. Okay. Du coup, ça avait l'air un peu stylé. Okay. Mais j'étais tout le temps habillée pareil. Si tu regardes bien, tu te dis ah, la meuf, elle a un look. Elle a un look un peu stylé. Tu sais, avec les guêtres et tout, ça faisait... C'est Corty 2000. C'est ça. C'est genre Inflamma Queen. Inflamma Queen arrive. Et en fait, je m'étais pas rendu compte parce que moi, je le disais pas aux gens que genre tu vois, genre en fait, j'allais danser comme ça, et je me rappellerai toujours. On était au mois d'avril, et une de mes copines qui a tout suivi, qui est pharmacienne. Et la première fois, je pense que c'était au mois d'avril, je suis allée danser sans ses vêtements. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais Sophie, c'est incroyable, t'as plus les bandeaux ». Et ça m'a tellement touchée, parce que je me dis, elle m'a rien dit. Elle a eu la délicatesse de jamais... En fait, elle avait remarqué que je portais toujours la même chose. Elle s'est doutée que ces vêtements, c'était des vêtements médicaux. Elle voulait pas pointer. Elle ne l'a jamais dit, mais le jour où elle a vu que je ne les portais plus, et moi, ça m'a... En fait, on se rend pas compte de l'impact aussi des autres, du regard de l'autre sur toi à ce moment-là, parce que t'es d'une vulnérabilité. Alors viens, on raconte toute cette histoire, parce que j'ai l'impression qu'on va sinon passer une grande partie de l'histoire qui est la plus importante. Tu sors de tes... Désolée, je te coupe, et en plus c'est hyper intéressant, mais j'ai trop envie qu'on en parle aussi, et je veux qu'on y aille par étapes. C'est la fin de tes examens. T'as la peau à vif. Tu te dis, mais c'est pas possible, t'enchaînes les crèmes et ça passe plus. En fait, c'est pendant la préparation de mes examens. Ah oui. Pardon. Du coup, je passe mes examens. J'ai commencé à mettre de la cortisone. Ça commence à partir. Et en fait, j'ai eu mon examen et j'ai arrêté la cortisone. Et ça passe pas quand même. Et en fait, au début, ça passe, mais ça revient 2 semaines après. Ok. Ça, je suis en vacances et ça revient. J'arrive, j'appelle le médecin, il me prescrit une ordonnance où je reprends 10 jours, et je pars en vacances, encore une fois. Et en fait, je pars en vacances et je vois que c'est un peu latent, quoi, tu vois. Dès qu'il faut skipper 1 jour sur 2, le jour où je mets pas de cortisone, ça revient. Aïe. Et là, genre, je me dis, il y a un truc qui va pas.
Et au bout de la la deuxième fois, ça commence vraiment à être très, très, très chaud. Et ce qui se passe, ce qui est très important à savoir, c'est que 3-4 mois avant, j'avais vu une fille que je suivais à Los Angeles, que je connais très bien, qui a eu ça. Et j'étais obnubilée. En fait, tous mes amis se sont dit que genre j'avais créé cette maladie à force de regarder les gens qui avaient ça. Non, mais tu sais quoi? Les gens ont cru ça parce que je t'avoue, hein, j'étais obsesse. Je comprenais pas ce qui lui était arrivé. Et en fait, elle avait en mode trigger. Faites attention, la cortisone, c'est pas bon, truc et tout. Et quand elle me dit ça, fait, je n'utilise pas encore de cortisone. Voilà, t'as tout compris. Sauf que moi, sur le coup, mes potes, au début, tout le monde m'a dit, tu sais quoi, t'as fait une fixette sur ce truc et tu l'as créé. Et maintenant, je peux te le dire, après tout ce que j'ai vécu, c'est mon intuition qui m'a dit, regarde bien ce qu'elle a, parce que le jour où toi, tu as la même chose, et rien que de te le dire, j'ai la chair de poule, et ben, tu sauras peut-être que c'est ça, et que ça te permettra de couper court à toutes les discussions. Sauf qu'après, j'ai eu un autre truc, c'est qu'une fois que je savais que c'était ça, le problème, c'est que, en fait, c'est pas reconnu par le corps médical. Donc, la 3e cure arrive, et elle ne fait quasiment plus d'effet. Et là, c'est là que tu dis, c'est chaud. Quand l'eczéma, en fait, quand tu mets de la cortisone et que tu la retires et qu'il y a des effets rebonds, tu comprends. Mais quand tu la mets et que là, ça marche pas, tu te dis, c'est compliqué. Et là, le médecin te demande de prendre des immunosuppresseurs. Et je sais ce que ça veut dire. C'est en gros, je suis désolée de la métaphore, mais c'est comme si tu disais à un cocaïnomane, on arrête la coke. Mais par contre, bonne nouvelle, on prend de l'héroïne. Donc, bonne nouvelle, tu n'es plus cocaïnomane. Bah ouais, mais j'ai pas envie d'être j'ai pas envie d'être droguée. Et du coup, j'ai refusé. Et si tu veux, genre, je savais que j'avais pas trop de solutions et d'impasse. Je m'étais beaucoup renseignée, j'ai énormément lu. Et tous les gens, en fait, qui n'arrivaient plus à répondre ni avec la cortisone ou des immunosuppresseurs, c'est comme si tu débranchais la prise. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Le jour où tu débranches la prise, ton corps, en fait, il est en manque. On appelle ça un sevrage. Et du coup, tu exploses. Et on a souvent une phase d'explosion. Mais vraiment, c'est comme si j'étais sortie d'un four et que j'avais explosé. Et ça, tu étais prévenue, plus ou moins, ou est-ce que... J'avais vu. Tu savais que ça allait t'arriver. Est-ce que tu as pu te dire que tu allais prévenir? Mais je pensais pas que ça serait aussi violent. Ouais, c'est ça. Je pensais vraiment pas. Et j'ai eu un coup de départ violent, tonitruant. Tout le monde vit pas les choses de la même façon. T'as des gens qui vont vivre pendant 6 mois. En fait, t'as des alternatives de phase entre le rouge intense qui suinte. En fait, c'est très important de dire qu'il y a 2 phases. Il y a une phase rouge suintante et d'esquamation. Et t'as des gens qui vont faire 6 mois de rougeur, 6 mois de desquamation. Et moi, j'ai fait 1 semaine de rougeur, 1 semaine de desquamation, 1 semaine de rougeur. T'as des gens qui avaient comme moi 1 semaine sur 2, 1 mois sur 2, tu vois. Est-ce que tu peux me raconter cette nuit-là, la nuit de l'enfer que tu avais racontée sur Instagram, où tu te réveilles en pleine nuit et tu sais pas ce qui t'arrive? Ouais, alors en fait, 2-3 jours avant, je commence à être défigurée, j'ai les visage très gonflés, très rouges. Et alors, le grand tort que j'ai eu, et comme beaucoup de gens aujourd'hui, maintenant je sais l'identifier, c'est que je testais toutes les crèmes. Tu sais, quand t'es désespéré, tu prends tout. Tu vas à la pharmacie et t'achètes tout ce que tu peux. Et tu t'en mets des couches et des tonnes. Sauf qu'en fait, c'est comme mettre de l'huile sur le feu et de l'huile sur le feu, de l'huile sur le feu. Je mettais des cataplasmes de crème. Et un matin, je me réveille. Et en fait, je sens que mon visage est... En fait, je sens plus mon visage. Et je suis dans la nuit, je me réveille, je vais me regarder dans le miroir et j'ai un œdème géant. Je tombe dans les pommes. En fait, j'ai cru que c'était un film, tu vois, de genre terreur et de douleur. Bah, en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas genre ce que je vois dans le miroir, c'est pas moi, c'est pas possible. J'avais vraiment la tête de Bogdanov. Et je tombe dans les pommes. Et c'est le bruit que mon mari a entendu. Il est venu me ramasser. Et comme on était dans le noir, il voit pas trop. Et le lendemain, je me réveille, je me vois dans le miroir et je suis comme cramée. Tu sais, carbonisée. La peau, je suis défigurée totale. On me reconnaît pas. Et mon cousin me prend rendez-vous avec un allergologue en urgence. Et en fait, la peau,
elle était gonflée, hein. Tu sais, genre, j'avais l'impression que mon visage allait exploser. Ça devait être douloureux, en plus. Non, mais c'était inhumain. Et j'arrivais pas à dormir. Et j'avais identifié que le manque de sommeil, l'insomnie, provoquait, en fait, les œdèmes. Et du coup, j'avais le stress, l'œdème. J'avais déjà eu un doute parce que j'avais vu une micronutritionniste qui m'avait dit que j'avais peut-être une intolérance aux histamines. Ouais. Donc, les aliments pleins d'histamines favorisaient les allergies. Et du coup, tu deviens... t'es perdu. Tu te dis, je peux plus manger, je sais pas ce que je peux manger, je ne sais pas ce que je peux faire, j'arrive pas à dormir, en fait, t'es complètement... Et tu peux plus aller chez le médecin. Et j'imagine aussi ce sentiment de culpabilité que tu dois te rajouter sur les épaules de pourquoi est-ce que j'ai pas mieux géré, pourquoi est-ce que j'ai pas vu. Non, pas à ce moment-là. C'est vrai. À ce moment-là, il y a plutôt genre la peur. Ouais. Vraiment la peur, parce que tu sais pas où tu vas, t'as l'impression de tomber dans un trou et tu sais pas en fait quel peut être le recours. Et tu te dis en fait si c'est arrivé aussi vite, peut-être que ça pourra partir aussi vite. Ok. Sauf que ça n'a pas été le cas. C'est ça le truc. Tu en parles avec ton mari? Plus maintenant, mais sur le coup, j'imagine cette terreur, vous êtes ensemble depuis des années, mais tu sais, tu as envie de te sentir femme. Non, c'était hyper dur. En fait, mon mari a très mal réagi. Pour te dire la vérité, je lui ai dit, hein, j'en ai beaucoup voulu parce que, en fait, je me rendais pas compte, mais ça, en fait, il avait peur. Ouais. Mais du coup, comment il a réagi? Il était très dur avec moi. Ouais. Mais vraiment, mais genre en mode, mais bouge-toi le cul, t'es en train de crever, on dirait une mourante. J'avais perdu 6 kilos, j'étais défigurée, j'avais froid. Il y a un problème de thermorégulation. Donc du coup, j'étais gelée. Genre au mois de octobre, je portais des chemises chauffantes, tu vois. Je mangeais t'as pas. Plus les couches supérieures de la peau pour te protéger. En fait, c'est pas ça. C'est vraiment un problème de thermorégulation. C'est que la chaleur, elle est concentrée dans le haut de ton visage. Du coup, toutes les extrémités et tout le reste du corps est glacé. Ah là là. Et puis, tu es maman aussi et ta vie de maman, elle est entre parenthèses. Ah ouais, mais c'est terrible. C'est terrible parce que j'ai dit des choses atroces. J'ai dit à mes enfants que je voulais mourir. J'ai dit que je préférais me jeter sous une voiture, que ça serait moins douloureux. Tu vois, et je le pensais vraiment. Parce que vraiment, je me suis dit, tiens, si je me jette sous une voiture, et t'as vu, je suis quand même quelqu'un costaud à la base mentalement, je suis quelqu'un de positif, mais c'est que vraiment, c'était tellement... En fait, tu voyais pas le bout quand tu fais tout ce que t'as à faire et que tu vois pas le bout du tunnel. Ouais. Ma vie sociale, non seulement elle est à zéro, ma vie professionnelle anéantie, tu te dis, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui te reste, ta famille? Mais dans quel état ils te voient? Tu peux rien faire. Je peux pas aller au restaurant, je peux pas sortir, je peux rien manger. En fait, on mangeait extrêmement bien à la maison. Ma tante, qui est formidable, me cuisinait avec genre tous les aliments auxquels j'avais le droit. Du coup, tu vois, notre cantine, c'était la maison, mais c'était un resto, c'était un festin. Honnêtement, on n'a jamais aussi bien mangé, mais je pouvais pas me permettre d'aller manger dehors. J'ai pas fait un seul écart pendant, tu vois, genre pour pouvoir sortir de ce trou comme j'ai pu, parce qu'apparemment, maintenant je le sais, j'ai fait l'autoroute express. C'est assez rare les gens qui sortent de ça aussi vite, mais parce que j'ai vraiment mis tous les moyens et j'ai pas eu un seul écart, tu vois. Oui, ça a été un vrai combat. C'est ça. Tu vois, je pense à la culpabilité aussi pour ça, en te disant, mais je peux plus apporter tu sers à rien. Vois. À ta famille, tu t'aperçois que je dis, mais je suis pire qu'un vase. Un vase, ça sert à quelque chose. Tu vois, genre, je te dis vraiment quelque chose dont je me rappelle. Je me dis, un vase, il sert à être joli et à mettre des fleurs. Moi, je suis moche, horrible, méchante, parce que, tu sais, tu deviens nerveux, tu ne dors pas. Tu peux pas dormir, parce qu'en fait, déjà, tu fais pas assez d'efforts, vu que tu sors pas. Et t'es tellement stressée et angoissée. Puis t'es en colère contre la vie, contre toi. Non, mais et surtout, c'est qu'en fait, à chaque fois que le peu de temps que j'arrivais à dormir, je me réveillais en me grattant au sang. Mais j'avais des pansements au niveau du cou. En fait, je les retirais, on aurait dit des serviettes hygiéniques. Oh là là. Et du coup, les croûtes, elles n'arrivaient jamais à se régénérer parce qu'en fait, dès qu'il y avait une croûte, et le truc, c'est que la peau, quand elle se cicatrise, elle gratte. Sauf que moi, j'avais des démangeaisons, des terminaisons nerveuses. En fait, justement, ces veines, quand elles explosent,
pour les reconstruire, pour qu'elles se rétrécissent, ça crée de la démangeaison. Sauf que le problème, c'est que quand ça crée de la démangeaison, tu grattes et tu rééclates. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le Ouais, serpent venimeux, vicieux, tout ce que tu veux. Et du coup, le seul moyen, c'est de pas dormir. J'ai dormi avec des packs de glace, toutes droites, comme une momie, pendant des mois. Ouais, c'est au-delà de la Attachée. torture. J'ai dû m'attacher les mains. La vache. Ouais. Tu t'es attaché les mains? J'ai été obligée de m'attacher les mains. Mais j'arrivais à me sortir le truc. Ah non, mais si je te raconte tout ce que j'ai fait, c'est un délire. Personne ne peut croire. Ouais. Et je peux en parler maintenant, mais pour moi, c'est presque étonnant de le dire parce que j'en ai pas parlé depuis tellement longtemps. Ouais, je comprends. Et je suis un peu comme toi. Moi, j'ai une dureté des propos. Je suis très factuelle, sans émotion, mais ça cache une grande sensibilité que j'enfouis. Et je vois bien que toi, c'est pareil, en mode hop là, j'ai assez pleuré à l'époque. On passe à autre chose. C'est bon, les gars. Exactement. Et ta dureté sur le coup, je la comprends aussi, et celle de ton mari aussi. Et tu as tout à fait de raison de dire il a mal réagi sur le coup. Ah je vais pas dire. Attends, il le sait. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Là, je peux te dire que je lui ai dit. Mais t'en parles aussi avec tendresse en disant voilà, on a tous merdé parce qu'on était dans une détresse absolue. Parce qu'on avait peur. On avait tous peur et on savait pas comment réagir. Et un jour, je lui ai dit. Tu vois, je lui ai dit concrètement. Et c'est mon compagnon, c'est mon binôme depuis 25 ans. Ouais. On se connaît. Il a toujours été là pour moi. Et là, en fait, je lui ai dit, écoute, là, j'ai l'impression que je suis à 2 doigts de basculer. Ouais. Là, je suis à 2 doigts de me jeter par la fenêtre. Et j'ai l'impression que tu es en train de m'aider et tu contribues à me jeter par la fenêtre. Donc là, va falloir que tu m'aides. Soit tu m'aides et on y arrive comme on a toujours réussi à faire tout ce qu'on a fait. À chaque fois, c'est parce qu'on était une équipe. Ouais. Tous les obstacles qu'on a pu vivre, on les a surmontés tous les deux. Mais là, je peux pas toute seule. Là, je peux plus. Je dis sinon, je pars. Vraiment, je sais pas ce que je n'y arrive plus. Ouais, pour sauver ta peau. Et là, il a compris. compris. Et il a fait comme moi. On s'est rencardé sur Internet. Okay. Internet a été notre meilleur ami. On a cherché tout ce qui était possible et inimaginable. Et il s'avère que mon amie naturopathe, Mathilde, qui était venue avec nous en Sardaigne, 1 mois avant m'a vue et en fait elle avait dit le mot. Elle m'a dit mais tu serais pas en train de faire un red skin syndrome? C'est pas vrai. Si. Et au début, je voulais pas croire que c'était ça, tu vois. J'étais pas sûre. J'avais dans le bénéfice du doute. La première fois quand j'ai explosé, le dermatologue m'a dit que j'avais fait un staphylocoque doré. Je m'en rappelle. Et la vérité, c'est que j'ai fait un staphylocoque, mais c'était souvent le staphylocoque qui appelle et qui prévient « Hello les gars, vous avez une bactérie très grave, mais parce que vous êtes en train de faire un TSW. » Pour les gens qui ne savent pas, Topical Steroid Withdrawal veut dire sevrage à la cortisone, tout simplement. Et en fait, c'est la même chose. TSW, RSS, Red Skin Syndrome ou syndrome de la peau rouge. Tout ça, c'est le même truc pour dire la même chose, sevrage de la cortisone. Et en France, surtout, ça veut dire que tu n'es plus... la maladie n'est pas reconnue. Je reprendrai, pardon. C'est... excuse-moi, le nez, c'est pas charmant. La maladie n'est pas reconnue en France. La maladie n'est pas reconnue en France. Donc tout ce que tu fais là, c'est pour ta pomme en plus. C'est ça. C'est que vraiment, en fait, ça veut dire que tu prends la décision que tu as une maladie que les médecins ne reconnaissent pas. Donc ça veut dire que tout le système médical français ne te prendra pas en charge. Donc tu te sens dans une solitude absolue. Mais l'agonie. Parce qu'en fait, tu refuses le protocole médical. Les médecins à l'hôpital Saint-Louis me proposaient de faire du Pixent, les nouveaux protocoles pour justement modifier ton système immunitaire. Et moi, il était hors des questions. J'avais plus envie d'être le cobaye que j'ai été il y a 30 ans. Et je me suis dit, je ne fais pas de la médecine traditionnelle chinoise pour aller me droguer à des médicaments plus forts que ce que je savais que la cortisone, c'était déjà le max. Ouais. À l'époque, je pouvais pas l'imaginer que ça serait l'épreuve un peu initiatique que c'est devenu. Maintenant, je comprends qu'en fait, pourquoi ça m'est arrivé. Et qu'il fallait que ça me peut-être fasse ouvrir les yeux et que peut-être je prenne conscience de beaucoup de choses, de comment le corps est fabuleux, comment on est capable de se régénérer, mais surtout aussi d'avoir avec Mathilde, parce que si Mathilde n'avait pas été là, tu vois, Mathilde, elle m'a tenu la main pendant, en fait... Mathilde qui est naturopathe. Qui est naturopathe. D'abord... Est-ce que tu peux me raconter ton protocole, justement? Je pense que ça pourra... Ouais, mais alors d'abord, comment j'ai identifié que j'avais ça? Parce qu'au début, j'étais pas sûre, et dans le bénéfice du doute, j'espérais que c'était pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Je savais que ça existait, et je savais que c'était un risque, mais dans ma tête, je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas ça.
t'as pas envie de savoir ça quand tu vois, en fait, sur les réseaux sociaux, les gens qui sont là depuis 2-3 ans. Et tu vois qu'ils arrivent pas à sortir du truc. Tu te dis, je peux pas avoir la même chose qu'eux. Avec 3 cures de cortisone de 10 jours. Alors que ces gens-là, ils disent que ça fait 20 ans qu'ils s'en mettent quasiment tous les jours et tout. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça peut pas arriver à moi. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres. C'est clair. C'est toujours la même histoire. Et je tombe sur un PDF sur Internet qui décrit tous les symptômes et toutes les phases. Et mon Dieu, je coche toutes les cases. J'avais une odeur de soufre. Mon corps dégageait une odeur de soufre. J'avais des suintements jaunes. Du coup, les médecins pensaient que je faisais une infection. Mais c'était pas une infection, c'était justement du... comment on appelle ça, tu sais j'ai un truc de mémoire. Qui ressort par... non. Tout ce qui est jaune, en fait... Jaune, je sais pas moi. Jaune. Qu'est-ce qui est jaune et qui rit? Jonathan. Putain. Et moi qui sors pipi dans la panique. J'ai vu le chien, je me suis dit... jaune. C'est du... Dans la peau, là. C'est les la lymphe. C'est de la lymphe. Ah, de la lymphe. C'est en jaune, fait, la lymphe, c'est jaune. Et en fait, les médecins continuent à te traiter pour une infection en pensant que c'est du pus. En fait, c'est pas une infection, c'est la lymphe. Et la lymphe, en fait, elle réagit parce qu'elle est en train de sevrer la cortisone, mais elle est en protection. Oui. Et en fait, cette couche de croûte jaune dégueulasse qui me faisait flipper comme pas possible, elle était là pour me protéger. Et en s'évacuant, elle était en train de recréer quelque part ma peau. Mais moi, je ne le savais pas. Ouais. Et la desquamation, en fait, les phases de desquamation, en fait, je cochais toutes les cases. L'insomnie, l'odeur de métal qu'on avait, mais c'est un truc de fou. Les thermorégulations, enfin bref. Une fois que je regarde à mon mari et je lui dis, écoute, j'ai tout ça. Il m'a dit, on est d'accord, c'est sûr. Je l'envoie à Mathilde. On parle pendant 3 heures avec Mathilde. Mathilde savait que j'avais ça déjà, vu qu'elle m'avait vu 1 mois avant. Elle avait eu le doute. Elle me dit, écoute Sophie, personne ne s'est jamais remis du TSW. Je te le promets, tu vas guérir, tu m'entends? Et elle m'a dit répéter ça tous les jours. Tous les jours, elle m'a dit, je te le promets, tu vas t'en sortir et on va tout faire pour que tu ailles le plus vite possible, que tu sors de là. La personne que j'ai accompagnée en est sortie. Les personnes qui ont ça, ils finissent toujours par s'en sortir, plus ou moins longtemps. Mais à partir d'aujourd'hui, par contre, ne regarde plus jamais aucune personne qui a ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont mettre 5 ans, il y a des gens qui vont mettre 10 ans, il y a des gens qui vont mettre 6 mois. Et on ne sait pas pourquoi les gens continuent au bout de 6 ans à en avoir. Tu sais pas ce qu'ils mangent, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas s'ils retestent des produits. Et c'est exactement ça. C'est que, en fait, le premier réflexe, c'est qu'on teste tout et n'importe quoi. Bien sûr. Et pour toutes les personnes qui ont de l'eczéma ou un TSW, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est arrête tout. Il faut faire, imagine il y a t'as un énorme feu, tu arrêtes tout. Tout ce que tu mets, ça va faire grandir le feu. Il faut assécher le vent, assécher et assécher le feu. Donc, tu dois l'éteindre avec du froid et avec rien. Ok, super premier conseil là-dedans. Ensuite, j'imagine elle t'aide au niveau alimentaire. Exactement. Elle me dit, alors, du coup, j'ai suivi un régime très strict. Donc, c'est tellement, rien que de le dire, tu vas voir, anti-inflammatoire, bien sûr, hypotoxique, bas en histamine et sans gluten. Yes. Donc, tu vois, genre, ça limite énormément. Et bas en histamine, ça veut dire que, genre, je réduisais la plupart de même les légumes qui étaient pleins d'histamine. Les agrumes sont pleins d'histamine. Tout devient un danger potentiel de la charge. Je pense que vous imaginez pas la charge mentale que c'est. Ouais. Parce que même de faire un régime, tu sais, FODMAP, les médecins qui te le prescrivent te disent toujours en te filant la fiche, mais bon, c'est quand même vraiment la galère, quoi. Toi, tu réunis
tout ça à la fois. Tout d'un coup, un brocoli devient le diable. Exactement. Et en fait, tout ça, tu comprends que c'est des petites gouttes d'huile qui vont venir entretenir le feu. Mais une fois que tu as compris ça, t'as pas envie d'y retourner. Donc du coup, tu vas tout prendre. J'ai mangé des trucs que je mangeais jamais. Je me suis mise à avoir des passions pour des trucs comme le kaki. Tu vois, genre. Eh ben oui, c'était le seul fruit auquel j'avais le droit en même temps. Donc du coup, c'était extraordinaire, un kaki. J'ai mangé des graines de chia tous les jours de ma vie à toutes les compotes possibles. Enfin, possible, pommes, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et du coup, mon alimentation a changé et ensuite on a complété avec énormément de compléments alimentaires pour soutenir tous les organes. Ouais. Et en fait, ce qui a été vraiment, on va dire la thérapie en soi, ça a été les champignons thérapeutiques, la mycothérapie. Donc les champignons thérapeutiques qui viennent vraiment être de puissants antioxydants et qui vont venir vraiment cibler le cœur de ton système immunitaire pour le rebooster. Ok. Ouais. Donc champignons thérapeutiques, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne sait pas assez, c'est que c'est énormément utilisé par les oncologues parce que justement, il y a des résultats formidables dans les hôpitaux, chez des personnes qui sont atteintes de cancer, donc qui ont un système immunitaire complètement dévasté. Et du coup, on va aller taper dans le système immunitaire pour le requinquer. Ok, waouh, je retiens. Je connaissais les champignons, tu sais, pour la concentration, pour mais c'est la détente, etc. Je savais pas que c'était aussi puissant que ça sur le système immunitaire. C'est sûrement, je pense, de tout ce que j'ai pris, ce qui a été le plus puissant. Okay. Et c'est surtout un puissant antioxydant. L'antioxydant, il sert à quoi? Il sert à venir justement dézinguer tous les microbes, virus, aider tes cellules à se réparer, à se régénérer. Les antioxydants, on les connaît dans les fruits, dans les superfruits, dans les aliments. Un cancer, c'est exactement. Et donc, du coup, champignons thérapeutiques, pharmacopée chinoise, à gogo. Donc, j'ai bu des trucs dégueulasses, mais indescriptibles. Ah oui, je te crois. Genre des trucs, j'allais dans la pharmacie et ils me prescrivaient des trucs dans des sacs. Il y avait à boire et à manger, hein, tu vois, genre on dirait que le mec il est allé dans la forêt et qu'il avait ramassé tout ce qu'il y avait dans la forêt. Il y avait des mues de criquets, des feuilles, des bouts d'écorce, des trucs, mais c'était un cauchemar. Ma tante me regardait, elle me disait franchement, on peut pas dire que t'auras pas tout essayé. Oh, c'est clair. Et le père de Christine qui tient la pharmacie me disait il faut assécher tout ça. Okay. Et donc du coup, il m'a tellement asséché que je ressemblais à un pruneau. Mais en vrai, c'était ce qu'il fallait. Il fallait en fait que cette peau, elle se transforme en écorce et qu'elle tombe. Est-ce que tu vois petit à petit des améliorations qui te motivent ou alors est-ce que pendant un long moment, tu taffes à aller mieux? Ah non, je pétais un câble, je te jure. Jusqu'à début décembre, je voyais pas. En fait, en plus, une semaine de rougeur, une semaine d'esquamation, une semaine rougeur, une semaine d'esquamation. Donc t'as l'impression que ça va mieux et exactement. Mais le pire, c'est qu'en fait, moi, je voyais pas. Maintenant, je peux le voir parce que j'ai du recul. Mais quand ça redevenait rouge, ça devenait moins rouge. Okay. Quand ça desquamait moins. Mais je le voyais pas. Ouais. Moi, je voyais que ça revenait. Et je pétais un câble dès que ça revenait. Et je me dis, mais je vais devenir folle. À quel moment ça s'arrête? Et au moment où, en fait, ça commence à s'espacer, j'ai 2-3 semaines sans rechute. Et je crois que c'est bon, tu vois. Et là, je rechute au bout de 3 semaines. Et Mathilde, elle me dit, écoute Sophie, je te jure, je pense que c'est la dernière. La personne que j'ai suivie, elle a eu exactement la même chose. Parce que, je sais pas si t'as remarqué, ça commence à s'espacer. Ça veut dire que là, c'est fini, il y a plus rien. C'est la dernière Sophie. Et je te jure, c'était dur parce que elle me disait tout le temps, tout le travail que t'es en train de faire, il est dans l'intérieur de ton corps. Ton corps est en train de travailler. Et elle me disait toujours, c'est la métaphore de la carotte. La carotte, elle est sous la terre, mais elle est en train de travailler, en train de pousser. Exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Alors, pas une carotte en particulier, mais oui. C'est comme les fleurs, tu sais, qui bourgeonnent du jour au lendemain. Exactement. Et ben, en fait, c'est pas du jour au lendemain. C'est que ça a mis 6 mois avant de faire tout le processus, tout le taf. Il y avait tout un circuit. Et comme c'était à l'intérieur, parce que moi, faut savoir un truc, c'est que je n'ai absolument rien mis à part de l'eau thermale pendant 5 mois. De l'eau thermale. Rien pour hydrater, rien. Ouais. Il fallait que je me dessèche pour que ma peau, elle parte comme un serpent, tu vois. Alors qu'on a tellement été conditionnés à hydrater notre peau que ça semble totalement à contre-courant de ce qu'on t'a toujours appris. Ça doit être super frustrant. Oui, mais en fait, dans
les peu de pays où ils reconnaissent le TSW, enfin aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, il y a un institut qui a mis au point une technique qui s'appelle le NMT, No Moisture Treatment. Okay. Et en fait, au final, ça reste exactement ce qu'on dit en médecine traditionnelle chinoise. Le no moisture, on t'assèche. Même, en fait, ils font peser, ils demandent de pas boire de l'eau. Tellement, genre, en fait, pour te dessécher totalement, pour que, en fait, ton corps aille récupérer. En fait, il se dessèche tellement que le feu se barre. L'inflammation, elle meurt. Mais moi, je pouvais pas. Je pense à ça, mais j'imagine que t'as peut-être évoqué le sujet, mais un coupeur de feu. Bien sûr, j'ai tout fait. Hein. Oui. Je suis en train de me dire. T'imagines bien qu'on a tout fait, le magnétisme à distance, le coupeur de feu, la meuf qui m'a soufflé sur la gueule. Enfin, franchement, on a tout fait. Peut-être que tout a contribué à tout, hein. J'en sais rien. Moi, genre. Mais sur le coup, ça t'a pas apaisé. Non. Ce qui a vraiment apaisé, c'est vraiment le rien. C'est de l'eau thermale tous les jours, rien. Et quand ma peau a commencé, en fait, quand j'ai commencé à sortir des phases, j'ai mis de l'aloe vera et du beurre de karité. Ok. C'est pour te dire à quel point, genre, pas une once de produits chimiques, rien, pour que, en fait, ta peau, elle se reconstruise. Et en fait, j'ai l'impression que ma peau, j'étais en train de la recréer, quoi. Ouais, c'est fou, c'est une vraie renaissance. Ce que t'es en train de décrire avec cette peau, nouvelle peau d'un nouveau-né, finalement. Il y avait, en fait, quand mon visage allait mieux, j'avais d'autres zones qui, le cou, qui a encore pas mal duré, dans la main, ça ne voulait pas partir. J'avais été fissure. En fait, dès que, en fait, ça allait mieux, je me réveillais le matin, je m'étais grattée et ça se déchirait. Et j'ai entretenu certaines zones comme ça qui partaient, qui revenaient. Et en fait, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Ouais. J'ai l'impression que j'ai un truc qui fait que ça revient, comme si c'était un champignon. Je le dis à mon médecin, qui évidemment ne me croit pas. Bon, en même temps, il croyait pas au TSW, il croyait en rien. Donc, what did I expect? Après t'avoir vu, il n'y croyait toujours pas? En fait, il était un peu dans le déni lui aussi, mais il était content que j'aille mieux. Okay. Et même Mathilde, qui elle vraiment avait cru en moi sur tous les points, elle me dit Sophie, c'est pas possible, tu prends des champignons thérapeutiques, tu peux pas avoir de champignons. Ok. Et en fait, j'ai ce sentiment que dans ma main, j'ai un champignon. Et quelque part sur la poitrine, j'ai des zones qui restent, et j'en suis sûre que c'est ça. J'en parle à une amie qui est pharmacienne. Elle me dit, écoute, ce que tu me montres, ça ressemble un peu quand même, ça peut ressembler à ça. Et ça pourrait expliquer ce que tu me dis, le va-et-vient permanent. Et là, je mets de l'antifongique matin et soir pendant 1 mois, et là, tout disparaît. Ah putain, c'est hallucinant. Mais tu vois, genre, j'ai dû aller à l'encontre de tout le monde. Bien sûr. Genre, vraiment, oui, c'est une bataille. Tout le monde me dit, non, c'est pas ça. Et moi, j'ai dit, si, je sens que c'est ça. C'est pas possible autrement. Mais parce qu'en fait, les gens savent pas. Mais moi, il y a quelque chose que je retiens déjà de tout ça, c'est à quel point le corps sait avant le cerveau, c'est fou. Exactement. Lorsque tu regardais ces vidéos de cette nana américaine qui avait le syndrome de la red skin, dans le fond, ton corps était en train déjà de t'alerter, les premiers symptômes étaient déjà là. C'est fou à quel point on le sait, mais pas avec le cerveau, avec le cœur et avec les tripes. Exactement. C'est ouf. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, mon endométriose, sur un autre sujet, et bon, c'est moins grave, mais je le savais. Corporellement, je le savais. Alors que j'ai des amis qui ont mal et qui n'ont rien et qui n'ont pas cette même sensibilité, tu vois. Et des choses comme ça, on se l'explique pas, mais on le sait déjà. Mais ouais, mais j'ai déjà entendu une nana me dire, j'ai toujours su que j'aurais un cancer du sein. Aïe, aïe, aïe. Et là, tu te dis, waouh, ok. Ouais, c'est en elle. On parlait de Romy tout à l'heure, mon ancien chien. Quand j'ai eu là, c'est peut-être un peu plus métaphysique, mais quand j'ai eu mon chien, j'ai dit à ma mère, et avec le recul, je l'avais complètement oublié parce que c'est des choses que tu dis et tu percutes pas. Ma mère, ça l'a marqué parce qu'apparemment, je l'ai dit plus de 10 fois. C'est bizarre, j'arrive pas à voir mon chien vieillir. Ah, c'est drôle. Ah, ça me donne la chair de poule. Et elle est morte au bout de 2 ans et demi. Tu vois, on sent les choses en vrai, au fond. Mais en fait, notre ego et notre mental cherchent toujours à se dire, mais non, je me fais des... La preuve, quand ton ami te dit, je pense que t'es en train de faire ce syndrome-là, toi, t'es dans un déni. Totalement. Et puis, je trouve qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est d'avoir un discours extérieur, un tuteur pour te tenir, comme cette amie-là qui a été précieuse, qui te dit, non, on va s'en sortir. C'était une chance extraordinaire. Parce qu'honnêtement, il y a des moments où on peut pas mais tout. En fait, quand je me dis, je sais pas comment ces personnes en sont encore là au bout de 3-4 ans, elles en sont au même stade que moi il y a 3 mois, au bout de 3 mois. Bah, en fait, si, je sais très bien. Elles ont pas eu une Mathilde qui leur a dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas faire. Et en fait, ce qui est très important, ce que je tiens à souligner, c'est que c'est extrêmement handicapant.
Parce qu'en fait, j'ai pas pu travailler pendant 5-6 mois, mais il y a des gens qui ne peuvent pas travailler pendant des années. Il y a des gens qui travaillent et qui subissent. En fait, il y a des gens qui continuent à travailler et qui ont ça et qui, non seulement tu manques, t'as une perte d'estime de soi, de confiance en toi. Qui détermine tout le reste. Ouais, et tu sais plus quoi faire, t'es perdu, t'es livré à toi-même, tu es seul, tu te sens mal dans ta peau, dans tous les sens du terme, et tu vois pas le bout du tunnel. Et puis tu fais subir ça à tes proches. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus dur. J'ai l'impression d'avoir vraiment handicapé ma famille, en plus de m'handicaper moi et aujourd'hui, je me dis 4 mois, c'est rien dans une vie. Et puis franchement, c'est la double peine parce que moi, ce que je vois, c'est une mère de famille qui, même dans la détresse la plus forte, malgré tout, quand même se bat parce qu'elle est maman, parce qu'elle est femme, parce que la vie vaut la peine d'être vécue, parce qu'il y a des moments où t'as vraiment envie de lâcher la rampe. Et je trouve qu'à l'inverse, t'es quand même un sacré modèle pour tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et alors en même temps, j'avais l'impression d'être totalement contradictoire. Je me dis comment la meuf de la good mood class est forcément en train de totalement vriller. J'étais plus négative, je pense que Mais c'est logique. Ouais, mais j'ai vraiment vécu l'envers du décor et l'inverse de ce que je suis. Je me suis vue dans un état dépressif. Je me suis vue vraiment des envies de suicide, de colère. J'étais devenue quelqu'un de mauvaise, tu vois. Je me sentais vraiment mauvaise. J'avais l'impression que ma vie n'avait plus de sens et qu'elle était finie. Je me suis dit, à quoi bon continuer à vivre si c'est pour vivre dans cet enfer? Et en fait, je voyais sur les réseaux sociaux des gens réagir de la même façon et c'est ça qui faisait peur parce que tu te dis, en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tout le monde se suicide. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ouais, et puis ça doit être terrifiant c'est comme s'il y avait une toi qui se dissociait et qui disait, mais waouh, je suis vraiment en train de dire ça. Ouais, genre, jamais, c'est ça. j'imagine. Et non, mais je me suis dit, mais c'est ironique. La vie veut me montrer que tu vois, genre, tout ce que je fais, ça servait à rien. Tu vois, vraiment. Vrai, bien sûr. Et après, bon, je allons-y. Je te rassure, c'est qu'à un moment donné, j'ai repris le dessus. Ouais. À un moment donné, j'ai dit, OK, maintenant, si tes trucs-là, ça marche vraiment, on va le mettre en place maintenant et tu vas faire exactement tout ce que tu dis à la lettre. Et un truc très important, c'est que j'ai trouvé une vidéo d'une nana qui a réussi à sortir à peu près au bout de 6 mois du RSS et elle parlait beaucoup de l'alimentation. Une petite américaine qui passait son temps à faire du jus vert tous les matins. Elle faisait du yoga, de la méditation toute la journée. Moi, j'ai eu une routine mentale pareille comme elle, physique pareil. Et je me suis accrochée à elle parce qu'elle a réussi à s'en sortir au bout de 6 mois. Et je me suis dit, s'il y a même une seule personne qui est capable de s'en sortir au bout de 6 mois, je veux être cette personne. Tout d'un coup, tu t'es c'était possible. Parti au combat et tu t'es mis un objectif clair. Voilà. Parce qu'à force de voir des trucs un peu des espaces-temps illimités, indéfinis plutôt, de gens qui étaient dans ce tourbillon de la maladie. C'est pour ça que Mathilde m'a dit, tu arrêtes. Ferme-toi. En fait, tu sais, ce qui était très très flippant, c'est que je suivais certaines personnes et en fait, je les voyais qu'à un moment donné, elles allaient beaucoup mieux et tout à coup, elles rechutaient. Ça brise. Et là, je regarde, je vois, ça fait 8 mois. Et là, toi, t'es là au bout de ton 3e mois et tu te dis, mais je peux pas. Chaque jour, c'était une torture. T'imagines pas une seconde que l'année prochaine, t'es comme ça. Non. Je suis contente de cet épisode parce que je me dis quelqu'un qui est en plein dedans là va pouvoir se rattacher à toi parce que t'as battu le record. Ouais, alors non, je sais pas si j'ai le record, peut-être qu'il y a des gens qui ont eu moins. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que notre corps est fabuleux. Moi, ce que je retiens de tout ça en fait, c'est que notre corps est fabuleux et que si on lui donne les bonnes informations et qu'on lui dit ce qu'il faut faire et les bons outils, il va travailler pour nous. C'est notre meilleur ami. Si on l'écoute aussi. Moi, je sais que j'ai traversé une épreuve de santé dont je t'ai parlé, plus intime. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai voulu lutter contre tous les symptômes. Continuer à forcer les portes pour rester droite, rester forte et ne pas ressentir ce que je ressentais. Et il y a un truc qui est hyper intéressant dans tout ça, c'est à quel point ton corps parlait et à quel point, au départ, en lui mettant plein de crème, tu ne veux pas forcément entendre. Il dit, ton corps est fabuleux parce qu'il va se manifester dans le sens où, en fait, il va te dire ce que toi, tu ne veux pas voir ou entendre. Et il va te faire faire, à un moment donné, ce qui est le mieux pour toi. Ouais. Et tu vois, moi, j'en faisais peut-être trop. Et le fait de faire ce chemin thérapeutique en médecine traditionnelle chinoise,
Fallait que je regarde les choses et que je vois les choses autrement. Donc, il a fallu que je sois mon propre cobaye pour que je comprenne l'organisme, le physique. C'est comme si j'avais été dans un stage accéléré de médecine alternative, tu vois. Et j'ai été mon propre cobaye pour comprendre en fait sur quel facteur, sur quel vecteur je peux travailler, appuyer. Et du coup, ça me permet une compréhension. En plus, avec le seuil de douleur, de savoir. Tu peux être que dans l'empathie quand tu rencontres des gens après, quand ils ont mal quelque part. Ça réveille quelque chose en toi que tu te rappelles et tu te dis, ok, je comprends. Ouais. Et je vais t'aider. Est-ce que je sais ce que c'est que de souffrir? Et on peut en sortir. Et tu t'aperçois que il y a des troncs communs dans les pathologies, dans les maladies, que ce soit mentales ou physiques, et en général, elles s'accompagnent l'une et l'autre. Il y a des troncs communs. Et en fait, ouais, c'est formidable parce que Comme quand tu peux quoi l'inflammation. Ouais. Tout simplement. Cancer. Système immunitaire, inflammation. En fait, exactement. Tu vas venir taper dans les mêmes terrains. Okay. Et tu sais qu'au final, no spoiler, l'alimentation y est pour beaucoup et que tu peux commencer par, en changeant l'alimentation, tu peux tout changer. Ah là là. Mais si on m'avait dit ça, tu vois, avant, j'y croyais pas. Alors que pourtant, j'étais quand même très ouverte à tout ça. Bien sûr. Mais je savais pas à quel point c'était vrai. On est ce qu'on mange. Non, mais ça t'a donné tellement plus de profondeur dans ta future profession. Tu exerces déjà là, ça y est, ou un petit tu es encore en formation? En fait, j'assiste un maître acupuncteur depuis presque un mois, qui est formidable, le docteur Trandin, qui a 80 ans et ça fait 50 ans qu'il exerce. Il est exceptionnel. Ça doit être un puits de science, de connaissances. Il est fabuleux. J'ai jamais vu. Enfin, il a une énergie incroyable, d'une générosité, d'une gentillesse. Et du coup, j'ai lu un de ses livres qu'il m'a offert parce qu'il a une particularité, c'est qu'il traite les gens avec un point en particulier d'acupuncture, ce qui est très rare chez les acupuncteurs qui s'amusent en général à piquer un peu partout. Mais moi, j'ai toujours été très fan déjà du des petites combinaisons gagnantes. Pour moi, il y a comme, tu vois, genre des combinaisons qui fonctionnent bien pour tout le monde. Et lui, il allait encore plus loin parce que lui, il ne jure que par un point qui est derrière la tête, mais il a dédié sa vie à l'étude et à la recherche de ce fameux point chez chacun d'entre nous. Et pour lui, il me dit, tu verras, Sophie, quand tu comprendras, quand tu traites la maladie par le biais de la fatigue, tu verras les choses de manière beaucoup plus claire et plus facile. Et on soigne beaucoup mieux quand on comprend ça. Et je pense qu'il a totalement raison. Parce qu'il part du principe que quand tu es fatigué et que tu ne dors pas, ton état va se dégrader. Et en fait, ça va être un accélérateur de déséquilibre. Et du coup, les pathologies et les maladies vont être aggravées et accélérées. Et plus tu vas pouvoir dormir facilement, parce qu'en général, c'est le cercle vicieux. T'es stressé, t'es malade, tu dors pas. Classique. Et faut prendre le truc à l'envers. Et se dire, plus tu vas dormir et récupérer, plus ton corps et ton organisme, t'auras les idées claires, ton corps va mieux fonctionner. Et en fait, il va lutter contre tout ça. Il aura plus d'énergie pour... Et ce qui est dingue, c'est que tout ce que j'ai lu de son livre, en fait, complète la théorie avec ce que j'ai vécu, où moi, je ne pouvais pas dormir. Et je me forçais parce que je savais que si je ne dormais pas, je ne pouvais pas me régénérer. Et en plus de ça, la nuit, il y a quand même une terreur particulière quand on est malade. Tout d'un coup, tout est silencieux, tout le monde dort sauf soi. C'est dur. Là, il y a pas de distraction comme tu pourrais l'avoir en journée. Encore toi, tu restais chez toi. Mais la nuit, il y a une terreur particulière. C'est ça, ouais. Et je m'estime heureuse parce que tu vois, genre, j'avais une famille très aimante, vraiment extraordinaire. Mes cousins se faisaient, tu vois, genre, il y avait une ronde, tu vois. Ça tournait tous les jours. Limite, tu vois, genre, il y avait quelqu'un à la fenêtre pour vérifier que, genre, j'étais pas trop près de la fenêtre. Vous voulez pas m'adopter? Il y a pas mal de mecs célibataires, donc il y a peut-être moyen. En tout cas, je sais que je mangerai bien. Alors ça, certitude. Moi, donc c'est important. Mais c'est vrai? Ah bah oui. Quel jour? Le 8 mai. Ah, donc c'est bientôt. Ouais. Tu lui en as parlé, j'imagine, à cet acupuncteur de ce que tu as vécu. Est-ce qu'il t'a fait un retour intéressant? Non, mais il a compris que j'avais compris. Et je pense en fait, ça a été comme une rencontre de l'au-delà. On s'est reconnus, tu vois, genre tout ce qu'il me dit, ça me parle et je le comprends totalement.
j'adore il a un esprit hyper jeune, toujours hyper encore passionné, tu vois. C'est ça qui On voit les gens qui font plus jeunes, même physiquement, souvent sont tellement animés c'est mentalement ça, et passionnés. c'est ça. Et du coup, on peut voir jusqu'à 19-20 personnes par jour. Ah ouais, Et bosse beaucoup. ah ouais. Non, mais il est là depuis 50 ans. C'est une chance extraordinaire et le fait qu'il ait accepté de me former, c'est un honneur, tu vois? Ouais. Je suis vraiment du coup, tu vois, c'est encore une fois, le puzzle, la pierre à l'édifice qui fait que, j'ai vécu ce que j'ai vécu, ça devait se passer comme ça et ça donne encore plus de sens à ce que je fais aujourd'hui. On sent que même si on ravive une plaie, tu es assez en paix avec, cette partie de ton histoire. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a encore une partie de colère? Tu te Non, il y sens a plus de comment colère, aujourd'hui? par rapport à moi et mon vécu, aucune. Parce que Ouais. je sais que limite, je remercie ce qui m'est arrivé parce que c'est comme si tu t'étais frappé par la foudre et que tout à coup, t'étais réveillé. Vraiment, tu vois? Genre, c'est comme si tout à coup, tout avait plus la même saveur, mais le même sens. Comme je te dis, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis là, je suis vraiment là. Ouais. Quand genre, je profite, je sais que en fait, ça peut être vraiment la dernière fois. Et il y a plein de choses dont je m'embête plus du tout. Parce que je sais à quel point c'est futile et comment j'en ai rien à foutre. Et que ça sert à rien et que genre j'ai déjà assez de trucs, qui peuvent me C'est stresser. clair. Mais parce que tu vois, genre, si j'avais pas vécu ça et puis après, l'envie d'aider l'autre, surtout, tu vois, de me dire que si moi j'ai réussi à me sortir de ça, je peux peut-être aider d'autres personnes à sortir de d'autres choses. Mais tellement, tellement avec beaucoup plus de richesse, de douceur, d'empathie, tu le disais, une vraie compréhension de l'âme et de la détresse de l'autre en face. Le corps, l'esprit, l'organisme et l'intuition. Et l'intuition. Parce que parfois, là, genre, je t'avoue, petite parenthèse, j'ai un ami qui a eu, dont évidemment je tairai le nom, il me dit: «Sophie, j'ai des gros problèmes de peau, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Le médecin m'a donné de la cortisone, mais ça marche pas et j'ai Ah là des là là éruptions de là. partout, c'est chaud» et c'est quelqu'un qui vient d'une famille de médecins, donc tu vois, genre, pour que lui il commence à s'inquiéter, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se Ouais. passe?» Il vient à la maison et il m'envoie des photos déjà et je vois des éruptions, mais rouges, vives, des plaques partout sur tout le corps qui le démangent. C'est pas des puces, c'est pas des punaises et en fait, il vient à la maison et je le vois, il est ravagé, mais comme s'il avait été bouffé par quelque chose et là, je me dis j'ai une fraction de seconde et je dis: «C'est pas une allergie» et là, je me dis: «C'est la gale». Et là, genre, je le regarde, je dis: Mais aucun médecin lui avait dit ça? «Aucun médecin». Bon, il en avait vu qu'un seul. Il y a un médecin qui pensait qu'il faisait Mais des c'est allergies chaud! et là, je commence à lire, les trucs et là, tout à coup, moi-même, je me dis: «Mais c'est hyper Ah contagieux!» mais de ouf! Mais Même moi là, je suis bordel! en train de stresser, Non, Sophie! t'inquiète et en fait, je lui dis, on lit tous les symptômes, il coche toutes les cases, il me regarde et me fait: «Qu'est-ce qui t'a fait dire à quel moment tu t'es dit que ça pouvait être la gale?» J'ai dit: «Parce que je vois qu'en fait, ça faisait comme en fait, ça monte. C'est comme s'il y avait un animal qui te bouffait de l'intérieur et c'est trop, étendu, c'est vivant. Il y a un truc vivant en toi». Attends, mais c'est abominable, le pauvre, t'imagines Ouais, si on ouais. l'avait laissé comme ça avec un Attends, en plus, médecin? j'avais des amis à la maison et tout. On est tous allés se laver Bah évidemment! et la première chose que je lui Moi, dis c'est le canapé au Karcher et tout, non, mais genre panique! le pauvre, heureusement qu'il avait pas on a tout nettoyé Bah oui. et en fait, je lui dis: «Tu vas à la pharmacie», il connaissait, Ouais, ouais, il ouais. connaissait quelqu'un qui pouvait lui prescrire de l'ivermectine, qui est un antiparasitaire, tu vois? Et je lui dis: «Demain matin, à 5 heures du matin, tu vas aux urgences dermatologiques à Saint-Louis ou à Créteil». Tu vois? Genre, je suis un peu OK. regardée. Je lui dis: «Quand je te dis 5 heures du matin, tu dois être à 5 heures du matin là-bas». À 5 heures du matin, il arrive, il fait: «C'est bon, je suis le premier, je suis le deuxième». Et il m'a dit: «Putain, mais heureusement que tu m'as dit de venir plus tôt parce qu'il prenait que 10 personnes dans la journée et à 7 heures, il y avait, déjà 20 Ah personnes». ouais, Donc petite astuce, si vous avez des gros problèmes bon à dermatologiques, savoir. si vous n'y allez pas à 5 heures du matin, ça sert à rien. Il sort à 11 heures et il me dit: «Écoute, tu trop forte. C'était bien ça, c'était bien la gale».
Waouh. Donc je suis un peu fière de moi, je t'avoue. Ouais, et de ton intuition aussi, parce qu'il y a un truc en toi qui s'est dit, mais en fait. Ouais, et mon médecin que j'accompagne, je lui ai raconté l'histoire et il m'a dit bravo maître. Moi j'ai dit maître de rien du tout, et il me dit bref bravo Sherlock Holmes. Et Pas dit mal ça. ouais, bravo Sherlock Holmes. Moi je serais peut-être passée à côté du diagnostic. J'ai dit les autres médecins. Mais lunaire, mais il devait tellement souffrir. Mais par contre, parenthèse, enfin pas parenthèse, mais désolée. Je vois le gars chez moi, premier réflexe, trop fier. Putain, j'ai trouvé ce que c'était, deuxième réflexe, mais pas. C'est la ça. Panique. Ascenseur émotionnel. Et t'en as pas eu chez toi et tout? Non. En fait, il faut savoir que la gale se transmet au contact de la chaleur et de l'humidité. Okay. Et donc, en général, il faut être très, très proche, avoir fait des bisous, tu vois, crac, crac. Donc, ouais. Voilà. Mais on s'est quand même bien désinfecté, on s'est bien lavé. Et dès que ça m'a gratté sur la cuisse, tu sais, tu psychotes aussi. Je me suis dit, oh putain, ça y est, c'est ça. Et en fait, j'ai eu la chance parce que je partais 2 jours après en voyage de presse. Bien entendu, je ne l'ai dit à personne. Mais c'est parti et j'avais plus rien. Ouais. Et j'ai revu mon pote parce que c'est un warrior. Il est en train en fait, il a suivi toute ma maladie. Donc, il a essayé de rien mettre, de ne rien faire. Après, par contre, je lui ai donné des astuces. Non, faut vraiment, il y a des crèmes à mettre, avec le cellophane et tout quand c'est la gale, non. Il avait pas... Non. Antibiotique. Ah ouais. Il avait plutôt genre une crème antibiotique et il voulait arrêter. J'ai dit non, tu n'arrêtes pas une crème antibiotique. Si on te dit de mettre 10 jours, c'est 10 jours. Exactement. Et après, tu feras ce qu'il y a à faire. Et puis après, il y a des astuces qui sont, encore une fois, tronc commun pour la peau. Pour moi, la révélation, le banger, comme vous diriez, les jeunes, c'est l'argile en poudre. Okay. C'est formidable. Ça reconstruit, c'est antibactérien, c'est cicatrisant. En fait, si tu as besoin de reconstruction cutanée, de cicatrisation, l'argile. Si tu as des démangeaisons, argile. Si tu as des argile verte. En fait, moi, j'ai un petit pot de argile verte toujours sur moi. Okay. Comme du talc, et je m'en fous, tu vois, dès que ça me gratte, et j'arrête le truc avant que ça me gratte, quoi. Ok, c'est intéressant. Je sais que pour l'endométriose, les cataplasmes. Ouais. C'est canon, et même aussi à avaler. Je crois que c'est Ben moi j'ai tout essayé, ça n'a pas marché sur moi. Le cataplasme, ça n'a pas marché, ça fait qu'empirer. Oh la vache. C'est marrant, hein, tu vois, genre. C'est ça qui est terrible, c'est que ce qui marche pour les autres parfois ne marche pas forcément sur toi. Ouais. Mais il faut pas désespérer. Il y a peut-être des choses qui ont marché. Encore une fois, ne pas persévérer dans le oui, mais ça a marché pour lui. Exactement. Ah, si tu vois que ça marche pas, tu vois par exemple le cataplasme d'argile verte sur mes plaies. Moi, ça n'a jamais marché. Jamais. Alors que tout le monde ne jurait que par ça. En revanche, l'argile verte en poudre saupoudrée comme du talc, formidable. Et c'est ce que je recommande à tout le monde dès qu'il y a un peu d'eczéma et tout. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu voudrais dire comment est-ce que je pourrais conclure la plus jolie phrase pour conclure? Elle est magnifique, ton histoire, Sophie. Elle est à la fois terrible et magnifique avec tout ce que tu en tires, la force, la profondeur que ça t'apporte. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a... C'est comme si ton âme avait été en extension. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une conscience. Ça me donne la chair de poule. Merci beaucoup pour ce que tu dis. C'est pas facile de mettre des mots parce que tu vois, c'est quelque chose que, comme je t'ai dit, j'ai essayé de fermer, d'éteindre. Toutes les copines qui ont connu, qui ont suivi le truc, elles ont eu la délicatesse, la gentillesse. Tu sais, j'ai vu quelques copines quand j'étais dans un état. Elles ont fait, ou comme si c'était de rien n'était, elles ont minimisé et elles m'ont dit 6 mois après, tu sais quoi, je savais que c'était chaud, mais je voulais pas que tu le vois. Elles ont eu cette délicatesse et un jour j'ai vu une nana qui m'a regardée qui dit oh, mais c'est horrible ce que t'as. J'ai cru que j'allais la buter. Et en plus j'étais arrivée à la fin. J'étais à la fin et c'était ma dernière rechute. Oh là là. Et en plus tu sais quoi? C'est une nana qui était à l'école avec moi en médecine traditionnelle chinoise. Tu te dis, le peu de délicatesse, toi, tu vas être la pire thérapeute du monde. Mais l'enfer. Voilà. Alors que de tous mes collègues de médecine traditionnelle chinoise, ils ont été fabuleux. Ils se sont tous, ceux qui m'ont entourée, ils m'ont dit, écoute, moi, je fais des prières. Est-ce que je peux me permettre de faire des prières pour toi? Sophie, moi, on dit que je coupe le feu. Ma copine qui coupe le feu. Elle m'a dit, je vais te couper le feu. Celui qui fait du magnétisme. Tout le monde, à sa façon, a essayé de faire quelque chose et j'ai tout pris. J'ai pris tout ce que je voulais. Et en fait,
à la fin de ce week-end, t'en as une qui débarque, qui fait « Mais ma pauvre, c'est horrible ce qui t'est arrivé. » Et je dis « C'est marrant parce que pendant tout le week-end, je croyais que j'avais plus rien. Parce que les autres avaient tellement... » Tu vois, comme quoi, le rapport que tu as par rapport à toi-même, il dépend aussi quand même énormément du regard des autres. Laisse tomber. Et tout le monde n'a pas cette intelligence. C'est ce que j'allais dire, moi, je déteste qu'on minimise ce genre de petites phrases en mode « Oh, tu sais, elle parle comme elle est, etc. » Non, les mots ont un impact qui est aussi violent que je sais pas, les coups, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça que j'aimerais dire. Et je tolère pas ce genre de choses, alors, tu vois. Tu fais très bien de dire ça. Et j'ai été obligée de reprendre certaines copines qui arrêtaient pas de me dire « Mais ma pauvre ». Et j'ai dit « Tu arrêtes tout de suite le ma pauvre ». J'ai une chance extraordinaire. Je me suis relevée. Mais si tu passes ton temps à me plaindre, à me dire ma pauvre, je vais rester par terre. Ouais. C'est comme si tu me regardais en bas en disant oh là là, la pauvre, elle va jamais y arriver. Et moi, j'ai pas besoin de ta pitié. Et c'est pour ça que faut savoir un truc, pendant 5 mois, je n'ai parlé à personne. Ouais. Je n'ai vu et parlé à personne. Les amis qui essayaient de m'envoyer des messages tous les jours pour me demander quand ça allait, c'était horrible. Je dis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas te dire que ça va mal, que j'ai envie de mourir. Et en fait, ils se rendaient pas compte, c'était gentil de leur part au fond. Mais en moi, c'était un désastre parce que j'avais non seulement pas envie de leur répondre et je ne pouvais pas leur répondre. J'allais pas leur dire bon bah quoi, je ressemble encore à un monstre et j'ai plus de vie. Ouais. Donc c'était très difficile parce que et en même temps, tu vois, c'était délicat parce que de leur part, elles voulaient quand même montrer qu'elles étaient là. Et genre, j'étais extrêmement touchée. Et il y a eu des gens, j'ai des lectrices qui ont contacté mon mari, mon cousin, pour demander où j'étais passée. Je ne répondais plus de rien parce qu'en fait, j'avais besoin d'un silence. Ouais. J'avais besoin de m'enfermer. Je ne voulais que de l'espoir. Ouais. Je voulais plus un doute. Je pouvais pas avoir une seule personne qui me dise ma pauvre ou me plaigne ou quoi que ce soit. J'ai dit non. J'ai besoin de force. J'ai besoin de personnes qui vont être derrière moi et me pousser et me dire on sort du tunnel. Et en fait, chaque personne qui me c'était une personne qui me retenait dans le tunnel parce que mentalement j'étais faible et je savais que j'étais faible. C'est pour ça que j'étais obligée de me couper de tout pour être dans une routine drastique et ayatolesque positive. Ouais. Très bizarre de dire les deux en même temps, mais c'était vraiment ça. Que rajouter à ça à part un grand merci Sophie mais merci à toi pour ce témoignage. Non, j'ai pas fait grand chose à part dire oui. si c'est énorme. J'absorbais ce que tu disais et c'est super intéressant et c'est profond et ça dit beaucoup de ton parcours, de ton évolution et c'est terrible qu'il faille parfois en passer par des épreuves comme ça. C'est vrai. Je le souhaite pas. Non. Vraiment, si je peux souhaiter quelque chose aux gens, c'est que dès les premiers signes de quoi que ce soit, faites le nécessaire. Et en fait, moi, je me dis, c'est comme si je m'étais pris une voiture dans la gueule et que maintenant, mon job, c'était de dire aux gens, tu peux éviter ça. Mets ta ceinture. Et parfois ne conduis pas peut-être. Attention, l'alcool au volant. Bah, la base. Voilà. Sophie, elle a conduit bourrée un samedi soir en rentrant du Macumba, quoi. Bah, c'est un peu l'ironie du sort. Tu te rappelles, j'ai mis beaucoup de temps à avoir mon permis, donc. En plus. La métaphore de la voiture, je connais très bien. Bon, au moins, on pourra pas dire que tu lâches l'affaire, hein, Sophie. Jamais. Et vraiment plus que jamais, si tu veux, ça m'a donné une force. Extraordinaire. Parce que là, je peux te dire que je sais que je suis capable de mourir et de ressusciter. Je suis capable de me prendre une bagnole dans la gueule et de ressortir intacte. Donc, mais le plus déstabilisant là-dedans, j'imagine, c'est que ça doit te donner une confiance en toi finalement, alors que pendant 3-6 mois, t'en avais plus aucune. Vu, c'est incroyable. Et aujourd'hui, là, il y a cette puissance. Oui. Mais tu sais, moi, quand mon père est décédé, le truc positif que j'en retiens, c'est glauque de dire ça comme ça, mais je l'avais déjà conscientisé comme ça à l'époque. Je m'étais dit, en fait, je suis tellement plus forte que ce que je pense, et ça m'avait donné une confiance en moi et un ancrage assez fort. Bravo, c'est vraiment ça. Je pense que elle est sous-cotée cette phrase. Je suis plus forte que je peux l'imaginer, mais c'est tellement vrai parce qu'en réalité, on est toujours capable de plus quand on est face au fait accompli. Quand t'es au pied du mur, t'as plus le choix, tu fais le max. Et alors après, en revanche, tu vois, je me suis rappelé d'une citation que je dis souvent, c'est que les obstacles sont à la hauteur de ceux qui sont capables de les surmonter. Donc, quelque part, si on te l'a donné, c'est que t'es capable.
et qu'est-ce que tu vas en faire après. C'est surtout ça le truc. Qu'est-ce que t'en fais aussi? Moi, au début, en vrai, je voulais rien en faire du tout. Je voulais juste oublier. Mais c'était trop tôt, Sophie. C'est chiant aussi de se dire qu'est-ce que je vais apprendre de mes erreurs. Enfin, genre juste, il y a un moment, t'as envie de danser, d'enlever. J'avais envie de manger des pains au chocolat tous les jours. J'avais envie de manger tous ces trucs que j'avais pas mangé. Après, c'était pas facile parce que dès que j'avais une petite crise, je culpabilisais. Tu vois, et du puis coup, je quel disais, stress tout de suite. Et t'as tout compris. C'est ça, parce qu'en fait, écoute, t'as peur de repartir. Sauf qu'en réalité, tu repars jamais. Parce que t'as plus la cortisone qui est dans ton corps. Quoique j'ai vu l'autre jour une nana, je te jure que ça m'a mis un coup de stress. Une naturopathe qui a eu un TSW. Oh la vache. Et au bout de 18 mois, elle n'a plus rien. Ça revient. On coupe. Je te jure, le lendemain, j'avais une trace rouge dans la main. Évidemment. Comme si ton corps, en fait, il était en alerte totale. Et je me suis rappelle-toi, tes émotions, en fait, vont raviver toutes les cellules. Mais ce n'est pas ça. Et on passe à autre chose. C'est pour ça que c'est très compliqué de prendre la parole sans chercher à vouloir regarder ce que les autres ont vécu. Oui, je comprends. Et quand tu regardes ce que les autres ont vécu, tu te mets à leur place parce que t'as vécu à leur place. Bien sûr. Et là, en fait, tu revis le truc. Donc, je le souhaite à personne. Mais si quelqu'un, au grand hasard, venait à vivre malheureusement, sachez que tu peux t'en sortir. Tu peux me contacter. Tu peux contacter Mathilde. Je pense qu'on va créer un centre. Tu sais qu'il y a un centre en Thaïlande qui cartonne. Avec une espèce de machine de plasma froid. Ouais, je pense que tu vas aller là-dedans. Je pense qu'il va y avoir à minima un livre. Je sais pas, parce que là, je me sentirais quand même un livre. Moi, j'irais plus quoi. Vas-y, c'est l'instant promo. Alors, justement, tu sais, c'est drôle parce que ce livre que j'ai écrit, Les 12 fabuleux, c'est une légende sur les animaux, je te l'enverrai, là, des animaux du zodiaque chinois. Et en fait, quand je suis sortie de la maladie, ça a été un peu mon échappatoire en réalité, parce que j'ai raconté cette histoire au musée Guimet. Et en fait, je crois que ça m'a aidé à penser à autre chose. Donc, ça a été un peu... C'est aux éditions Très Daniel. Good Mood Dealer, Très Daniel. Exactement. Et c'est une histoire fabuleuse, c'est une ancienne légende millénaire, mais que j'ai remis au goût du jour. C'est génial que tu sois partie là-dedans. Totalement, parce que j'avais besoin vraiment d'un échappatoire. Je comprends. Je comprends. Bon, moi, je vois un futur et il est bright. Sur le sujet. Que Dieu t'entende. Inch'Allah, alhamdoulilah, comme on dit chez les Bretons. Bisous, Sophie. Mille merci, ma Paulette. Bisous à tous et force à tous. Et ne vous inquiétez pas, votre corps est plus fabuleux que vous n'imaginez. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.